Alors, bonjour tout le monde. Merci de prendre du temps de votre lunch pour venir parler de dette technique. C'est pas toujours le sujet le plus sexy, mais pour moi, c'est un sujet vraiment le fun. C'est un sujet que je suis depuis longtemps. C'est un sujet qui n'est pas nouveau, comme le nom le dit. C'est quelque chose qui est très important pour beaucoup d'industries, peu importe la taille. Puis c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine d'aller analyser, d'aller observer, d'aller travailler, surtout avec l'arrivée de l'AI. Donc, aujourd'hui, je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Justine, je travaille chez GoLogic depuis plus d'1 an. Je suis la responsable de la ligne d'affaires AI. Ça fait longtemps que je travaille dans le domaine de machine learning for code, vraiment voir comment on peut aider à rendre l'efficience des équipes, avoir du code de meilleure qualité, meilleure standardisation, meilleure conformité. Puis ça fait très longtemps que je travaille vraiment dans le milieu aussi pour la dette technique ou l'analyse de code aussi, qui est souvent un prérequis pour la remédiation de dettes techniques. Pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui? Eh bien, parce que j'ai pris un petit vol de Montréal jusqu'à Rio, fait qu'environ 8000 km. J'ai eu de la chance, il y a un vol direct maintenant qui m'amène à Rio, un vol de 10 heures. Donc, j'ai traversé d'un continent, du nord au sud, pour aller parler avec des experts sur la dette technique. Donc, pourquoi c'était à Rio cette année? Bien, c'est une grande conférence qui s'appelle ICSI, qui se tenait à Rio. C'est la 51e édition cette année. C'est une énorme conférence avec des milliers d'experts sur le milieu, que ce soit plus des chercheurs, des PhD candidates, des gens qui font leur maîtrise, mais aussi des gens de l'industrie qui viennent vraiment être à l'avance dans les recherches, présenter des papiers, des posters, des études qu'ils ont faites. Et en même temps de cette conférence-là, ce qu'ils font, c'est des plus petites conférences, plus axées sur un sujet en particulier, notamment celui de la dette technique, que j'ai eu la chance d'être la chair pour le volet industrie cette année et aussi donner le keynote. Donc, c'est la 9e édition cette année de la conférence dette technique. Donc, environ une 60aine de participants dans la sous-conférence sur la dette technique. Je dirais que la 90%, peut-être un tout petit peu moins, c'était des chercheurs, des candidats au PhD ou à la maîtrise. Mais ce qui était le fun aussi, c'est que le monde, les participants, les présentateurs venaient de partout dans le monde. Tous les continents étaient représentés. Donc, on avait vraiment une vision globale de comment est-ce que la dette technique se fait percevoir à travers les différentes entreprises, mais aussi les différents instituts de recherche. Donc, j'ai eu la chance de recevoir un énorme cadeau. J'ai reçu un coffret cadeau quand j'ai donné mon keynote. Et justement, j'ai reçu même un beau jersey juste à temps pour la Coupe du Monde pour l'équipe de football, de soccer de Brésil. Puis un gros merci à Rodrigo, Caroline et Jeffrey aussi qui ont organisé la conférence de la dette technique là-dessus. Il y a eu plein d'activités, le fun. On avait 2 jours de conférence entre la première journée et la deuxième journée. On s'est pris du temps, juste la gang de la dette technique, pour aller jouer au volleyball sur la plage, vraiment vivre une expérience brésilienne. Vous demandez peut-être pourquoi il y a le logo de GoLogic au milieu. Ben, c'était surtout pour cacher à quel point j'ai manqué la balle ce coup-ci. J'étais pas très bonne au volleyball, je dois l'avouer. Le hockey, c'est vraiment plus mon sport. Donc, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Bien, on va faire un petit retour sur mon keynote. C'est quoi que j'ai présenté? C'est quoi que moi, je vois vraiment dans l'industrie? Donc, ça inclut un état du marché, ce que j'appelle un peu les 3 saveurs de dette technique, vraiment, qu'on parle du pratique. C'est quoi les retours sur investissement, le ROI, les risques? En pratique, ça ressemble à quoi la dette technique? Comment est-ce qu'on l'attaque? Et finalement, je vais faire un retour sur mes coups de cœur, les présentations que j'ai vraiment aimées, qui m'ont fait réfléchir. Là, ça fait maintenant 2 semaines que je suis revenue, puis j'y pense encore à mon quotidien. Je pourrais pas faire cette présentation sans parler de GoLogic. GoLogic est une compagnie à Montréal qui, au début, était née avec l'arrivée du DevOps. J'aime beaucoup dire que le DevOps, pour moi, c'était un changement de culture, mais c'était aussi un changement d'outils, qu'on pense peut-être aux outils d'automatisation, de pipeline.
Puis pour moi, l'arrivée de l'AI, c'est très similaire. Il y a un changement d'outil, évidemment, comme GitHub Copilot, mais il y a aussi un changement de culture, de comment est-ce qu'on travaille en équipe, comment est-ce qu'on élabore des plans, comment est-ce qu'on devient plus efficient. Donc, GoLogic était vraiment l'expert là-dessus à l'avance, vraiment avec les bons outils, la bonne méthodologie pour la gestion du changement, que ce soit encore une fois du côté plus des outils ou du côté plus culture. On est de quatre lignes d'affaires. Donc, on a une ligne d'affaires développement qu'on appelle le studio, vraiment une ligne d'affaires qui vient coder, qui vient vous aider, faire des modernisations, vraiment tout ce que vous avez besoin, du support également pour des plateformes. On va avoir une ligne d'affaires sur l'automatisation. Donc, tout ce qui est vraiment la partie de j'ai quelque chose puis je veux le mettre quelque part, ça, c'est eux qui s'occupent de ça. Tout le volet sécurité aussi, tout ce qui est d'avoir des pipelines de déploiement, ça va être la ligne d'affaires automatisation. On va avoir la ligne d'affaires infrastructure. C'est bien beau avoir quelque chose puis vouloir le mettre quelque part, mais il faut que tu aies une équipe qui t'aide avec le quelque part. Et ça, c'est notre équipe d'infrastructure, des experts, peu importe si c'est avec GCP, Azure ou AWS, ils peuvent venir vous aider. Ils vous aident même avec le on-prem au besoin. Et finalement, la petite nouvelle, l'intelligence artificielle, qui est la ligne d'affaires qui grandit énormément en ce moment, avec plein d'opportunités de venir aider à livrer des outils qui peuvent vous aider dans votre SDLC, donc vraiment la vie d'un logiciel du début à la fin, mais aussi venir standardiser, venir aider comment est-ce qu'on aide les équipes à utiliser cet outil. Revenons sur la dette technique. On a des chiffres là, pour venir vraiment nous montrer pourquoi est-ce que pourquoi c'est important pour moi la dette technique, pourquoi est-ce qu'on en parle, pourquoi est-ce qu'on fait une conférence à Rio avec la dette technique. Mais parce que ça coûte cher, la dette technique. Il y a un développeur senior, Nicolas Carlo, que je recommande, vous allez lire son site web Understanding Legacy Code, qui est une excellente ressource là-dessus. Lui, il a participé à un projet à un moment donné, avec une équipe, il était consultant, puis il y a eu un post-mortem sur un bug qui avait été causé. Ça avait causé 1 million de dollars canadiens, parce qu'avec le downtime, le temps de revenir en arrière et tout ça. Puis finalement, là, dans le post-mortem, la raison pourquoi il y avait un bug, c'était à cause qu'il n'y avait pas de type checking. Puis l'ironie là-dedans, c'est qu'un mois auparavant, il y avait eu une grosse discussion de est-ce qu'on se prend du temps, donc de l'argent, pour moderniser notre framework puis passer de JavaScript à TypeScript. Donc, c'est quand même très ironique. La vie fait bien les choses. Parfois, ça nous donne des belles petites leçons comme ça, des leçons parfois un peu chères pour nous dire, si j'avais modernisé, j'aurais trouvé ce bug-là, il ne serait pas arrivé en production, puis ça m'aurait sauvé 1 million de dollars. Sinon, il y a un institut de recherche canadienne, l'IDC, qui avait aussi dit que les agences gouvernementales, 31% d'une, passent 25 à 50% de leur temps à adresser la dette technique. Donc, c'est quand même quelque chose qui coûte cher à les maintenir. Et sinon, il y a Accenture qui dit que le coût de la gestion de la dette technique aux États-Unis est évalué environ à 2,41 milliards. Fait que ça, là, pour les anglophones, trillions. Énormément d'argent. Nous, chez GoLogic, on y pense souvent à la dette technique. C'est un problème récurrent pour tout type d'entreprise, comme je l'ai dit. Mais on aime bien ça, pouvoir mettre des mots sur ce qu'on voit, ce qu'on ressent. Puis on a trouvé qu'il y avait vraiment 3 saveurs de dette technique. On trouvait que c'était pas toute la dette technique qui était qui est créée de la même façon, qui avait besoin d'être attaquée de la même façon non plus. Je sais pas si vous vous rappelez la napolitaine. C'est vraiment là que je vois là, comme les 3 saveurs. Là. On a vraiment des saveurs qui vont plus dans les pipelines, il y en a qui ça va être plus l'infrastructure, et sinon la troisième qui est plus la dette technique applicative, celle qu'on est un peu plus habitué d'entendre parler. Puis je sais pas si vous savez, mais en tout cas, moi quand j'étais jeune, j'ai un frère, on avait parfois de la crème glacée napolitaine, puis on s'entend qu'il y avait une saveur qui partait en premier, puis on s'entend tous que c'était chocolat. C'est un peu la même chose qu'on le voit ici. On a, comme je le disais, les 3 piliers, là, la dette technique, 3 façons de la regarder. Il y a vraiment la dette technique d'application, la typique, celle qu'on s'attend quand peut-être on veut migrer de .NET 8 à 10. Sinon, il va y avoir plus la dette technique des processus, un manque de pipeline CI/CD, un manque d'anciennes versions d'actions. Et sinon, ça va être plus dans les plateformes. Donc, l'infrastructure coûteuse. Ici, on parle parfois aussi des enjeux de sécurité, de conformité, un manque de containerization, des anciennes versions de OS, ou même parfois, là, quand tu es vraiment stocké avec une ancienne licence, où est-ce que tu as de la misère à aller migrer.
Quelques histoires pour parler de cas qu'on voit là, récurrents chez des clients, puis qui sont peut-être moins en chiffres, mais plus en feeling de pourquoi c'est important de parler de cette technique. Il y a une compagnie avec qui on aidait depuis longtemps avec leur système, puis ils avaient un peu un manque de temps pour aller intégrer des pipelines de déploiement. Donc, quand ils voulaient faire une mise à jour de leur système, ils devaient SSH dans leur instance pour aller déployer la nouvelle version. Ça, c'est quand même beaucoup de temps à chaque fois d'aller faire, mais en même temps, ça se comprend de ne pas vouloir nécessairement prendre le temps d'aller automatiser les pipelines parce que ça pourrait prendre plus de temps qu'à les déployer une fois. Donc, il y a toujours ce ratio de temps, de bénéfices à aller chercher là-dessus. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que d'aller SSH pour déployer, d'aller tirer une nouvelle image dans ce cas-ci, ben, ça a créé un bug qui a pris 5 jours à les trouver. Parce que c'est super error prone. Il y a vraiment plus de chances d'avoir des erreurs humaines qu'on vient aller SSH dans une instance pour aller déployer. Puis pour les curieux, le bug là, c'était dans le fond, quand on startait le système dans la nouvelle instance, ça avait besoin d'aller lire des documents dans des folders, puis il n'y avait pas les droits d'accès. Fait que c'était un bug super minutieux parce qu'il y avait des layers de folders que oui, il y avait les accès, mais pas les autres. Donc, ça a pris énormément de temps d'aller trouver la solution, dans le fond, à ce bug-là. Sinon, une histoire super récurrente. Puis j'ai mis VMware, mais vraiment, c'est beaucoup de tout type de fournisseurs. Où est-ce que ça va arriver souvent? Où est-ce que une entreprise va prendre des licences avec un fournisseur et qu'ils se font dire qu'à telle date, les coûts vont augmenter de tant de pourcentage. Puis parfois, c'est des numéros quand même assez salés. La facture devient vraiment plus grande qu'anticipée. Ils nous donnent du temps pour aller changer aux besoins. Ils ont quand même le droit d'updater leurs coûts aussi. Mais ça veut souvent dire que si la migration, disons, à l'extérieur de VMware, c'est assez difficile, mais là, ça devient vraiment une décision stratégique difficile à aller prendre. C'est des histoires qu'on entend vraiment souvent avec nos clients, mais encore une fois, pas seulement avec VMware. Fait que je reviens à celui des chiffres ici avec Accenture, on disait que ça prendrait 2,41 milliards, que ça coûte 2,41 milliards par an pour gérer la dette technique. Mais que ça coûte, puis pardon, c'est un petit typo, mais ça coûterait seulement 1,52 milliard à régler. Puis on s'entend que 1,52 milliard, c'est plus petit que 2,41 milliards. Fait qu'on commence vraiment à se demander, mais pourquoi est-ce qu'on ne règle pas la dette technique? On a plein d'outils pour le faire maintenant. On a plein de capacités. Mais il y a quand même une raison derrière ça. Puis ça va être ce que je vais venir vous expliquer. Donc, c'est sûr que moderniser, oui, on a des outils, mais c'est pas toujours facile. Si on a une seule repo, notre système est assez jeune, moderniser n'est pas trop difficile. Il y a quand même encore une visibilité à l'intérieur du code. On est capable d'aller chercher pour être capable de moderniser. Mais c'est quand on commence à avoir des anciens systèmes qui ne peuvent pas nécessairement être migrés tout en même temps ou modernisés en même temps, qui ont des dépendances d'une version de l'autre, puis quand tu passes à Java 21, là, tu ne peux plus utiliser tel fournisseur. Donc là, tu dois aller faire ça. C'est là que ça devient difficile. C'est plus qu'on monte vraiment le scaling, la modernisation qui commence à être difficile. Parfois, c'est aussi un exercice peu séduisant. Je ne sais pas si vous êtes comme ça. Moi, ça m'arrive aussi. Là. On aime nos habitudes, on aime notre routine, on aime ça qu'on est, on connaît notre environnement, on sait exactement où est quelle entité dans notre code, on sait comment s'organiser, on sait quel pipeline aller déployer, on a notre routine. C'est sûr que pour les équipes en tant que telles, parfois, il faut vraiment les forcer un peu à sortir de leur bulle puis de moins avoir peur de changer puis qu'on va se réhabituer. C'est sûr qu'il va y avoir une période d'adaptation, mais on va s'habituer. Et finalement, plus pour les exécutifs, les decision makers, qu'on les appelle parfois, c'est que parfois le ROI est difficile à évaluer. Donc, le retour sur investissement, les bénéfices, il va avoir un coût à moderniser, qu'on utilise l'AI ou d'autres outils, ou qu'on utilise l'humain, il va avoir un coût. Mais il faut regarder aussi les bénéfices, ça, c'est sûr. Puis c'est là que ça devient dur, c'est d'aller vraiment regarder c'est quoi le potentiel que j'aurais en bénéfice d'aller moderniser mes applications. Fait qu'on a des solutions, là, comme j'en parlais. On a des humains là, qui peuvent aller faire remédier la dette technique. On le fait encore, nous. C'est sûr qu'on a aussi des humains assistés par l'IA. C'est vraiment comme ça qu'on le fait. On est quand même une shop très à l'aise avec l'IA pour le développement logiciel. On a des agents spécialisés. Là, je parle vraiment d'agents d'IA. Puis, on a aussi là, des transformations logicielles basées sur les
AST, donc les Abstract Syntax Tree, où est-ce que c'est des algorithmes déterministes qui sont capables, avec le parsing du code, d'aller faire des changements dans le code. Fait qu'on a vraiment une façon d'aller remédier quand même la dette technique. Mais c'est quoi le vrai problème d'abord? C'est le risque. Il y a quand même de quoi à être capable d'évaluer le risque et surtout le périmètre du risque. Et c'est souvent ça qui devient un bloquant pour les decision makers pour décider c'est quand ils vont aller moderniser et quand. Donc, comment est-ce qu'on aide à peut-être rassurer le monde avec le risque? Comment est-ce qu'on leur dit, vous en faites pas, ça va être une modernisation qu'on peut faire en étapes de façon itérative, puis il va y avoir moins de risques? Eh bien, moi, un outil que j'aime beaucoup, c'est CodeScene. Donc, CodeScene est un outil qui, à la base, quand ça a vraiment commencé, le CEO avait écrit un livre ce qui s'appelle Your Code as a Crime Scene, donc votre code, la scène du crime, où est-ce qu'on vient vraiment faire une analyse forensique, je ne sais pas si ça se dit en français, forensique pour aller moderniser, pardon, pas moderniser, mais aller analyser le code, aller vérifier, est-ce qu'il y a des endroits dans le code que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de changements, mais que le code est très complexe. Ou au contraire, est-ce que j'ai des hotspots, des points chauds, ou est-ce qu'il y a beaucoup de changements puis le code n'est pas super complexe? C'est ce qui permet, ce qui donne les outils vraiment à faire une planification itérative, la modernisation. Puis on parle vraiment de la modernisation plus d'un côté applicatif. Donc, les résultats de quand on utilise l'outil CodeScene, c'est ce qu'on voit ici à droite. Bon, ça, c'est leur ancien UX, mais c'est vraiment, ça montre vraiment bien qu'il y a des endroits dans le code qui sont plus risqués que d'autres à aller moderniser. Donc, c'est bien de commencer par ce qu'on est capable de vraiment délimiter comme une zone à moins de risque. Ça va être aussi parfois là, vraiment difficile d'extraire les connaissances tacites d'un système. Puis ça c'est du risque parce que tu sais pas ce que tu sais pas. Parfois, là, le savoir, ça va être caché derrière des personnes. Puis parfois, c'est des personnes même qui ont déjà quitté l'entreprise ou qui sont sur d'autres équipes. Parfois, il va y avoir de la documentation, s'il y en a. Puis parfois, la documentation n'est pas super lisible ou elle est trop vieille, elle est désuète, elle est en conflit avec d'autres sources de documentation. Puis c'est sûr que parfois, tu peux juste aller voir dans le code. Tu peux aller extraire quand même un understanding, une connaissance de c'est quoi qui se passe dans le code. Mais quand c'est du code spaghetti, même les AI a de la misère, les humains aussi, ça peut être très difficile, très, très ardu d'aller vraiment soutirer les connaissances nécessaires pour vraiment avoir une belle vision globale de c'est quoi le système qu'on veut aller moderniser. Ce qui peut aider pour ce problème-là, c'est d'aller faire des graphes de dépendance. Puis là, ça peut vraiment montrer là, des bottlenecks, peut-être des microservices qui se font vraiment utiliser par plein de différentes applications. Puis c'est là qu'on va vraiment voir que, tu sais, les systèmes, c'est jamais isolé. Du moins, ce n'est plus vraiment. Des petits projets peut-être, mais plus des projets personnels. Dès qu'on rentre dans une entreprise, on le réalise, il y a des dépendances partout. Puis ce qui se passe avec ces dépendances cachées, ben c'est sûr que ça fait peur de faire un changement. Les livraisons peuvent être lentes parce qu'il faut que tu ailles modifier plein de différents microservices pour ça. Puis ça fait que parfois, il peut y avoir aussi des défaillances inattendues. Parfois, tu ne le sais pas qu'une application A utilise une application B, donc tu fais une update sur B en ne pensant pas à l'application A. C'est des histoires qu'on entend souvent. Ce qui m'arrive parfois là, à dire, là, c'est difficile pour un bateau de croisière à faire un U-turn. C'est capable, mais ça va prendre du temps, puis il faut vraiment faire un gros virage pour être capable. Puis c'est ça que je veux vraiment mettre de l'avant, puis c'est ça que j'essaie d'expliquer vraiment aux chercheurs à qui je parlais, qu'eux ne sont pas nécessairement autant sur le marché avec les entreprises. C'est que c'est la raison pourquoi les exécutifs ou les decision makers ne vont pas nécessairement toujours prioriser d'aller faire des changements dans leur code, c'est qu'ils ont une peur. Ils ont une peur de, mais c'est quoi que ça va casser d'aller faire ça? C'est la responsabilité à qui si ça casse? Puis est-ce qu'on peut revenir en arrière aussi une fois qu'on a commencé à faire les changements? Donc, moi, ce que je disais, c'est que c'est notre responsabilité en tant que chercheur et nous, en tant que consultants, de venir aider à évaluer le risque, à venir évaluer les bénéfices pour être capable de vraiment y aller en confiance puis ne pas avoir peur de briser quelque chose. If you break it, you buy it. Puis c'est ça qu'on doit leur mettre en confiance puis leur dire c'est ça qu'on va faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette dette? Bien, c'est sûr qu'on peut la payer. Comme le dit le nom, on peut réduire nos mensualités. On peut l'automatiser.
J'ai parlé de différentes solutions, même AI, des solutions plus avec des abstract syntax trees. On peut décider d'abandonner qu'on ne fait pas de modernisation ce trimestre. Ça arrive, parfois, ça n'est pas le moment de prioriser ça. Ou on peut l'externaliser, que ce soit avec un consultant ou avec de l'IA, ou encore mieux, un consultant avec de l'IA. Donc vraiment, là, si on veut encourager d'aller faire de la rémédiation de dettes techniques, bien, il y a deux façons de dire qu'il va y avoir un plus gros retour sur investissement. Soit on baisse les coûts, soit on monte les bénéfices. C'est pas mal clair, c'est des maths, c'est aussi simple que ça. C'est là que tu vas avoir ton ratio, là, ton retour sur investissement, il va être plus gros. Donc, une chose que j'aime dire parfois, c'est de dire quand tu vas aller créer des solutions pour venir aider à remédier la dette technique, tu peux tirer du bénéfice qui sont connexes à la remédiation de dette technique. Je donne l'exemple, la documentation illisible. Ça, c'est un problème qu'on entend souvent. Souvent, maintenant, avec les AI, on avance extrêmement vite. Donc, c'est normal où ça arrive là, que la dette technique se mène maintenant dans la documentation. On va avoir des screenshots de PowerPoint, on va avoir des dessins mermaid, on va avoir, j'ai déjà vu dans la documentation une photo d'un whiteboard, ça arrive. On essaye d'aller vite, ça arrive que la documentation soit pas toujours mise à jour ou la plus lisible. Fait que comment est-ce qu'on dit là, à cette entreprise, OK, je vais venir t'aider pour la dette technique, pour vraiment les motiver? Bien, ce qu'on leur dit, c'est que la première étape, c'est de construire une sous-solution qui vient t'aider à moderniser puis à standardiser ta documentation. Comme ça, une fois que ça c'est fait, ce premier volet, on peut ensuite aller attaquer la dette technique de façon plus sécuritaire, de façon qu'on va être confiant, qu'on va avoir vraiment toute l'information dont on a besoin. Comme je parlais avec toutes les graphes de dépendance et tout ça, on va vraiment avoir une bonne vision de ce qui se passe. Fait que pourquoi j'ai mis des blocs Lego? Comme dans ma slide. C'est probablement l'image que j'utilise le plus dans toutes mes présentations. Je l'aime beaucoup parce que pour moi, ça parle beaucoup. J'aime vraiment ça travailler, puis Égologique est pareil, avec une méthode très itérative. On y va, on construit des solutions, des sous-solutions, des blocs Lego qu'on peut aller ensuite réutiliser de plusieurs autres façons. Fait que peut-être que le petit bloc là, rouge qu'on voit dans les ailes de l'avion, qu'on voit sur le top du camion, qu'on voit par-dessus le bateau, peut-être ça, c'est un outil qui s'appelle GitHub Copilot. Puis peut-être que ce qu'on voit avec plus le bleu, bien ça, peut-être que c'est des prompts ou des skills ou des fichiers d'agent. Puis peut-être la partie en blanc, bien, c'est un système de standardisation puis de rendre la documentation AI ready, un enabler tellement utile pour être capable de faire de la remédiation. Donc, quand on parle de solutions, quand on parle aux exécutifs, quand on parle à nos équipes en général, ce que je recommande toujours, c'est d'y aller vraiment de façon itérative, qu'on y va vraiment avec des blocs Lego. Comme ça, oui, on s'entend que notre North Star, ce qu'on veut vraiment aller atteindre, ça va être de moderniser nos systèmes pour avoir une meilleure sécurité, une meilleure efficience, une meilleure conformité. Mais tant qu'à ça, on peut aller aider d'autres facettes aussi, puis rendre les équipes plus efficientes en général. Donc, l'IA est super bonne. On l'a vu, là, ça fait maintenant 3-4 ans que c'est dans notre quotidien à tous les jours. Au début, c'était plus juste un chatbot. Maintenant, c'est des agents autonomes qui sont capables d'aller faire même un peu d'auto-remediation. On est capable d'aller encore plus loin avec l'IA. Fait que l'IA est rendu bon à quoi en ce moment? À quoi ça peut vraiment nous aider? Bon, il y en a qui disent que ça a créé davantage de dettes techniques. Évidemment, je plaisante. Je ne pense pas nécessairement que c'est le cas. Il faut juste faire attention dans notre processus de comment on utilise l'IA. Il va y avoir le nettoyage de documentation. Ça, j'en ai parlé. Que ça soit des images, des captures d'écran, du texte. Déterminer aussi des conflits à partir de 2 sources de vérité ou est-ce que ils ne sont pas en synchro. Ça peut aussi venir nous aider à écrire la documentation. Ou ça peut venir, ce que moi j'aime beaucoup faire une consolidation ou un résumé de la documentation, vraiment avoir un big picture, si vous me permettez l'anglicisme, où est-ce qu'on est capable de tout voir en même temps. L'IA va être super bon aussi pour faire de la recherche puis pour élaborer des plans. Donc, moi, c'est un outil que j'utilise tout le temps là, quand c'est le temps de faire vraiment un plan itératif, comme j'en ai parlé. Je vais parler des symptômes d'une entreprise. On va faire souvent des bilans de santé, soit avec l'équipe infra, soit l'équipe AI ou l'équipe d'automatisation. On va venir faire vraiment un bilan de santé qu'on appelle, mais c'est plus vraiment aller voir où est-ce qu'il y aurait des opportunités d'amélioration dans le cycle de développement du logiciel. Donc,
Avec ça, une fois qu'on a les symptômes, on est capable d'aller peut-être trouver des brainstorming, des approches vraiment itératives. On l'utilise même parfois là, avec, j'ai plein de VM avec VMware, puis je veux me migrer à quelque chose plus sur le cloud, ben, d'aller voir lesquels seraient peut-être les plus faciles à les migrer en premier pour qu'au moins on peut s'aider à rendre une facture un peu moins salée. Sinon, l'IA aussi, surprenamment, est super bonne pour trouver des solutions rapides pour réaliser des économies sur les infrastructures. Puis ça, là, c'est un projet qui me tient à cœur. On a une entreprise qui s'appelle JetScale, une entreprise de Montréal qui, dans le fond, s'attaque exactement à ce problème-là. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre vos règles, vos policies, là, dans vos MFR. Ils vont prendre vos symptômes, qui est toutes les métriques d'utilisation de votre infra. Ils vont aller prendre la documentation, les nouveaux prix, toujours aller voir comment est-ce qu'on pourra les migrer. Et ils vont aussi avoir évidemment un business context pour être capable de vraiment s'intégrer à votre contexte à vous. Avec leur AI et la vôtre aussi, ils vont pouvoir aller trouver des solutions pour aller moderniser votre code. Puis là, vraiment, ce que je dis, là, c'est moderniser votre infra. Donc, passer peut-être d'une ancienne type d'instance qui était plus chère, qui était pas nécessairement apte à supporter ce que vous avez, puis aller faire ce changement-là proactivement pour vous. C'est vraiment une super solution. Nous, c'est une compagnie avec laquelle on travaille énormément. Puis pour avoir vu la solution de haut en comble, je vous recommande. Donc, si vous voulez une facture moins grande, je vous recommande d'aller voir JetScale. Ils sont super. Vous allez voir, en plus, ils sont super gentils. Mon dernier point pour lequel je voulais finir, avant qu'on aille voir les présentations des autres, c'est, je voulais vous dire, là, il faut aussi pas trop avoir peur de la dette technique. Avec l'arrivée de l'AI, c'est correct d'avoir un peu de dette technique, d'avancer plus vite par moment, tant qu'on se donne du temps, qu'on budgète du temps pour plus tard aller la prioriser, pour plus tard aller aider la dette technique. Mais c'est correct parfois. Si on code plus vite, là, on peut aller accepter un peu de dette technique. Il ne faut pas non plus sursauter. C'est vraiment quelque chose de naturel. C'est un peu comme vouloir faire de la cuisine, mais avoir peur d'avoir de la vaisselle. C'est correct d'en créer un peu. C'est juste quand ça devient une montagne puis que là, tu es obligé de le faire dans ta baignoire parce que ton évier est trop rempli que là, ça devient un problème. C'est un peu la même chose dans comment on voit les compagnies prioriser leur dette technique. Acceptez-en un peu au fur et à mesure, puis une période toujours de nettoyage au fur et à mesure également. J'aime bien les compagnies qui se gardent 1 à 2 journées dans leur sprint pour aller justement faire ce nettoyage-là, vraiment plus au fur et à mesure. Comme ça, on a moins besoin d'avoir des gros coups ou un gros sprint qui va être juste focusé sur aller faire la rémédiation de dette technique. Sinon, ce que je vais dire aussi, c'est qu'avec l'AI, surtout si vous avez un système plus à l'interne, quelque chose qui est utilisé plus par des personnes vraiment dans votre compagnie, que c'est pas client-facing, puis que ça devient difficile à aller updater. On a des solutions comme ça chez des clients qu'on voit que parfois, il va y avoir une application interne que quelqu'un avait codée il y a peut-être 15 ans, puis ça marche encore, mais quand on veut venir faire un changement, ben on abandonne parce que personne ne sait comment ça se passe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur non plus de recommencer à zéro pour ce type de projet. Évidemment, je ne recommanderais jamais à une banque de refaire tout leur code d'un coup. C'est pas ça que je dis. Mais parfois, il y a certaines applications vraiment limitées où est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas trop de risque d'aller recommencer à zéro. Je vous le recommanderais de moins avoir peur, du moins, de recommencer à zéro, tel un phénix. Donc, je vais embarquer avec le keynote, sur mon retour sur la conférence. Je vais commencer avec les keynotes. Je voulais juste vous rappeler aussi qu'à la fin, il va y avoir une période de questions où est-ce que vous allez pouvoir écrire vos questions dans les commentaires, puis on va pouvoir y répondre là-dessus. Donc, voici quelques-uns de mes coups de cœur. Notamment, il y a eu un keynote de Margaret Story que j'ai énormément aimé, où est-ce que ça parlait vraiment que, oui, il y a la dette technique, mais qu'il y avait 3 dimensions complémentaires dans la dette technique qui commençaient à arriver. Il y avait la dette technique, ce qu'on voit dans le code, mais il y avait aussi une dette cognitive. Ça, c'était souvent, on commence à regarder un peu avec l'arrivée de l'AI qui nous fait aller plus vite, qu'on code plus vite, bien, il y a une peur que ça vient en gérer une dette cognitive dans les équipes. C'est quand même un problème qu'on voit de plus en plus, du moins selon Margaret Story. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des façons d'aller
vérifier que ça se passe moins, d'avoir des processus, de vraiment s'assurer de dire, il faut que tu comprennes le code que tu pushes, d'avoir même l'AI pour aider à expliquer le code. Donc, il ne faut pas juste aller, on rentre plus de code dans la machine, il faut aussi prendre le temps de dire à la machine, redonne-moi le code puis explique-le-moi. Sinon, il va y avoir aussi la dette d'intention. Ça, je trouve que c'est un sujet super important, puis c'est un des sujets notamment là, qui m'est resté vraiment dans la tête depuis les 2 dernières semaines, où est-ce que c'est quelque chose qu'on voit là, souvent avec, quand il va y avoir des décisions d'entreprise, bien, ça se pourrait souvent qu'il n'y ait pas nécessairement la décision qui a été documentée. Et parfois, la décision va pas nécessairement être énorme, tu sais, ça va être plus, tu sais, ça va pas être décidé, est-ce qu'on va sur AWS ou sur Azure, là, ça c'est sûr, ça va être documenté, puis ça va être des grandes discussions. Mais parfois, même plus des décisions à plus petit scale de pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire notre API avec GraphQL à la place de faire un API normal. Tu sais, des genres des situations comme ça où pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire un queue? Pourquoi est-ce qu'on a décidé d'utiliser tel framework pour SQL qu'un autre? Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire telle étape dans notre pipeline en premier? Bien, ces intentions-là, c'est le raisonnement, pourquoi on s'est rendu là. Ça a été un travail qui a été fait. Fait que si on ne l'écrit pas, si on ne documente pas ces décisions-là, puis la raison pourquoi on a pris une décision d'une certaine façon, on risque de se retrouver à revoir les mêmes discussions, en espérant qu'au moins on retourne à la même décision. Ça veut dire que c'est probablement la bonne décision la première fois. Mais ça fait qu'il y a quand même un besoin d'aller rechercher l'information, puis donc on vient de refaire la même tâche 2 fois pour pas plus de bénéfices. D'avoir l'IA, par contre, ça peut nous aider. J'en ai déjà parlé avec le manque de contexte. Là, c'est sûr qu'on peut avoir des meilleurs résultats, de vraiment mieux mettre en contexte, que ce soit justement peut-être un registre de décision ou que ce soit une documentation plus high-level cognitive sur la documentation. Ça, si on donne cette information à l'IA, ben on sait que l'IA va être capable d'avoir des meilleurs résultats. Par contre, à l'envers de la médaille, si on ne fait pas attention puis qu'on ne décrit pas nos intentions, on ne dit pas à l'AI pourquoi est-ce qu'on a décidé d'aller d'une façon plutôt qu'une autre, bien, ça se pourrait que l'AI nous challenge là-dessus puis continue à proposer des solutions qui vont à l'encontre de ce qu'on a dit. Fait que là, ça va être souvent plus dans des processus de review de PR que là, un développeur senior va attraper de dire non, nous, on ne fait pas ça de même à cause de telle raison. Puis la personne qui avait fait l'envoi du code, ben, elle aurait pu attraper ça plus tôt si on lui avait donné un registre de décision. Fait que ce que Margaret Story dit, le plus grand risque aujourd'hui, là, c'est pas nécessairement d'avoir du code vieillissant, mais c'est plus d'avoir un manque de compréhension de ce qui se passe dans le code. Heureusement, on a l'AI pour venir nous aider. Margaret Story a donné un excellent keynote. C'est vraiment une oratrice incroyable. Je vous recommande d'aller voir son site web et d'aller voir tout ce qu'elle travaille. C'est une chercheuse dans le milieu depuis très longtemps. Il y a eu un autre grand coup de cœur, puis c'est mon coup de cœur de mes coups de cœur. C'est Juan qui a fait, dans le fond, un paper sur vraiment la dette dans le CI/CD. Ce qu'ils sont allés voir, ces chercheurs-là, c'est d'aller voir c'est quoi les outils qui sont utilisés dans les pipelines. C'est quoi les configurations. Ce qu'ils ont réalisé, c'est qu'il y avait seulement un outil par pipeline. Donc, il y avait quand même une chance à aller rajouter plus de features, plus de gating, plus d'aide à la conformité, à la sécurité à travers nos pipelines. Souvent, par contre, l'outil même là, c'était juste plus des linters ou des analyses statiques. Donc, il y a encore plus à aller chercher avec nos pipelines. Les pipelines, c'est un paradigme ou une méthodologie super puissante et super flexible. Ça vaut la peine d'utiliser le temps qu'on a dans les pipelines pour aller rajouter, dans le fond, d'autres étapes pour aller encore mieux savoir ce qui se passe dans les pipelines. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y avait aussi beaucoup d'anti-patterns qui avaient été découverts dans les pipelines. Il y avait des absences de feedback. Donc ça veut dire parfois des erreurs silencieuses parce qu'on ne dit rien. Ou parfois, il y avait des fallbacks, mais qui n'étaient pas nécessairement décrits qu'on avait fait un fallback. Il y avait des skip on failure. Fait que ça, c'est encore une fois un peu une type d'erreur silencieuse où est-ce que sans nécessairement savoir qu'il y a quelque chose qui a foiré, puis c'était une étape importante, ben là, on continue quand même d'aller faire notre déploiement. Et sinon, on va avoir des merges tardifs. Donc, l'information qui se merge vraiment à la fin quand ça aurait pu être de plus tôt. Je vous recommande d'aller lire le papier. Il était excellent. Puis vraiment intéressant d'aller voir c'est quoi que les pipelines vraiment dans l'industrie, partout dans le monde, utilisent.
Sinon, un autre papier ici qui était vraiment sur la dette technique en général, pas juste le CI/CD, mais également là-dedans, c'était avec Marcus et Stuart. Donc, Marcus qui travaille pour CodeSign, qui est l'outil auquel j'ai fait référence tout à l'heure, et Stuart qui travaille pour Love Holiday, une compagnie au UK pour les agences de voyage. Donc, Stuart, sa compagnie, Love Holiday, la compagnie pour laquelle il travaille, utilise l'outil de Marcus. Puis, il venait vraiment parler de comment ça a bien fonctionné chez eux, c'est quoi qu'ils ont appris là-dedans. Donc, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont vu une forte augmentation du code assisté par l'IA. L'équipe de Stuart fait un excellent travail de vraiment regarder les KPI, les Key Performance Indicators, d'utilisation de l'AI, de comparer l'année passée à cette année. Puis ça a été une augmentation là, fulgurante, vraiment qui vient chambouler comment les équipes travaillent avec l'AI. Stuart, lui, a un style de leadership très intéressant. Ce qu'il dit à ses équipes, parce que c'est sûr qu'il va y avoir parfois des personnes qui ont moins une motivation d'aller utiliser l'AI pour aller générer du code. Donc, ce qu'il va dire à ces personnes-là, c'est réessaye tout le temps ce que tu n'as pas été capable de faire il y a 3 mois avec l'AI. Il parlait même d'une migration qu'ils avaient essayé il y a 1 an avec l'AI, puis dès qu'ils avaient commencé, ça ne marchait pas vraiment. Ils l'ont refait il y a 2 mois, puis ça a pris 1 semaine. Fait que vraiment, là, ce que j'aime vraiment, ce qui m'est resté en tête, là, c'est de dire, si tu as essayé quelque chose, ça n'a pas marché avec l'AI, réessaye quelques mois plus tard. Parce que ça vaut la peine là, de toujours se challenger puis de dire peut-être qu'il y a eu des améliorations. Peut-être aussi que l'utilisateur aussi est devenu meilleur. On donne des formations pour bien utiliser l'AI en passant. Donc là, ça va être vraiment une bonne façon là, de s'assurer qu'on vient retourner, vraiment chercher toujours la fine pointe de la technologie. On paye déjà pour ces licences, on a déjà ces outils-là. Il faut s'assurer de bien les utiliser. C'est sûr que parfois, il va quand même avoir des taux d'échec de changement. Ça, il n'y a pas eu de différence. Fait que ça veut dire s'il y a plus de code qui rentre, mais qu'il y a toujours le même nombre d'erreurs quand on va déployer, bien, ça veut dire que le code qui a été généré était du code de bonne qualité. Parce que normalement, plus tu as de code qui est envoyé, plus tu t'attends à avoir d'erreurs, plus aussi il y avait de déploiement, bien, il y avait quand même un taux d'échec pareil. Fait que pour ça, ça a été vraiment une grande victoire là, pour eux de remarquer qu'avec les métriques Dora, ils ont été capables de voir que même s'ils avaient plus d'intrants, ils avaient quand même un même niveau. Puis ils étaient justement là, sous le seuil recommandé de Dora là, pour le nombre d'échecs. Donc, c'était super heureux. Ce qu'ils ont réalisé aussi, c'est que les bonnes équipes performantes, ils ont des bons processus. Je mettrais même là-dessus un peu de nuance pour dire que c'est des processus souvent qui sont augmentés par l'AI. Il va peut-être avoir des petites parties qui sont déterministes avec des algorithmes, des scripts, mais il va même avoir des petites parties de leur processus qui est fait avec l'AI, notamment leur review de PRs qui a été beaucoup automatisé. Ce qui voit aussi que les équipes qui sont plus performantes que d'autres, ils ont une forte maturité technique, ils ont une aisance avec l'outil, ils ont aussi une curiosité, ils ont un peu moins peur d'aller utiliser. C'est vraiment des champions d'outils de AI coding. Donc, ce que je dirais, c'est que, tu sais, oui, l'AI ne résout pas tous les problèmes, mais par contre, ça peut venir aider à révéler les faiblesses. Puis ça, c'est vraiment la partie avec CodeSign qu'on le voit, qu'avec leur intégration d'AI récemment, ils sont capables d'aller voir dans le code où est-ce que ça ferait plus peur de pouvoir aller faire des changements. Je vous recommande aussi d'aller voir CodeSign. C'est un super outil. Ils ont rajouté énormément de features récemment, pas juste celui que j'ai parlé au début. Ça, c'est vraiment un outil là, qui évolue bien avec les équipes, qui comprend bien aussi c'est quoi le vrai contexte d'une entreprise, pas juste des démos sur une repo. C'est vraiment un produit qui existe depuis longtemps puis qui a bien évolué avec la nouvelle technologie. Sinon, 2 autres conférences que j'ai mergées ensemble, 2 autres talks ici, c'est qu'il y avait des nouvelles types de dettes à surveiller. Il y avait Roberto qui avait parlé de turnover debt, un super titre là, qui disait « Ah, mais à l'aide, le développeur est parti, je ne sais pas c'est quoi que le code il fait. » Fait que c'est vraiment de faire attention ici où est-ce que en général, puis ça, je ne parle pas nécessairement d'un monde avec de l'AI, mais c'est qu'il faut faire attention de reconnaître les hotspots justement dans le code où est-ce qu'il y a seulement quelques développeurs qui sont à l'aise parce qu'il y a une peur ou il y a un risque plutôt que si cette personne-là part, ben il y aurait une perte de connaissance qui va partir. Fait que c'est sûr qu'il faut s'assurer de toujours onboarder constamment les gens dans des anciennes applications, même si ça fait qu'on va être un peu moins productif au début, ça vient limiter le risque plus tard.
avec l'AI, là, je me répète, c'est vraiment le fun parce qu'on est capable d'aller justement peut-être aller chercher cette connaissance ici, d'aller chercher ça sans trop demander d'efforts non plus du développeur avant qu'il parte. Donc, vraiment d'instaurer cette culture, d'aller documenter, que ce soit justement un registre de décision, mais aussi juste une documentation typique, soit des pipelines, soit des choix dans l'infra, soit de l'application en tant que telle et du code. Sinon, il y avait Shane aussi et Nasser qui avaient parlé de plus un technical lag. Donc ça, c'est un nouveau terme, là, c'est vraiment la première année qui a été mentionné à la conférence de dette technique ici, où est-ce qu'on dit, on veut faire une distinction entre une dette technique qui est vraiment plus dans le style de, tu as pris un raccourci, donc tu as créé une dette technique, tu as besoin de faire des changements dans le code. On l'a peut-être tous déjà fait. En tout cas, si vous ne l'avez pas fait, je suis très impressionnée. Mais ça nous arrive parfois. On a un deadline. On veut juste aller vite. On veut juste finir le projet le plus rapidement, cette partie-là, pour pouvoir ensuite travailler sur autre chose, pour peu importe la raison. Ça veut dire qu'on a de la dette technique parce qu'on vient faire des raccourcis dans comment on a pensé à construire le code. C'est là qu'on peut voir parfois un peu de code spaghetti ou peut-être qu'on fait moins des bonnes pratiques. Ça, c'est de la dette technique parce qu'à un moment donné, on a voulu aller plus vite, donc on a pris de la dette. On a accepté de la dette. Ça vient vraiment là, à la base, la dette technique. Mais là, maintenant, ce que Shane et Nasser disaient, c'est qu'il y avait un autre type de dette technique, surtout avec l'arrivée que, tu sais, maintenant, c'est pas avec Log4j, avec tous ces fournisseurs de librairies, c'est pas nécessairement le codeur qui a fait une erreur ou qui a pris un raccourci ou c'était intentionnel qu'il accepte la dette technique. C'est juste que ça arrive que le code vieillisse. Il y a des nouvelles technologies qui vont sortir et ça va arriver que ça vaudrait la peine de faire une migration ou de faire une modernisation. Mais ce n'était pas nécessairement une intention ou pour aller plus vite que cette dette technique est arrivée. C'est juste une dette de retard. C'est juste une dette qui arrive naturellement. Donc, vraiment un technical lag. J'aime beaucoup le terme. Puis, je pense que ça vient aussi peut-être enlever le stress de se dire est-ce que mes équipes ont mal géré? Est-ce qu'ils ont pris des mauvaises décisions? Parce que là, je vois que notre code est vraiment vieux. Est-ce que j'aurais dû plus avoir un œil là-dessus pendant qu'ils prennent une décision? Ben, c'est de rassurer, non, ça arrive, les technologies s'améliorent, puis justement d'être dans une ancienne technologie parce que dans ce temps-là, c'était le state of the art, c'était la solution à aller prendre, puis que maintenant, il y a une nouvelle solution plus rapide, ben ça arrive. On peut penser, tu sais, justement, le monde qui passe de Jenkins à GitHub Actions. GitHub Actions n'est pas si vieux, hein, si on regarde sa date de naissance. Donc, c'est normal qu'il y ait des nouvelles technologies qui arrivent, qui viennent chambouler comment on interagit avec le code. Donc, ces deux talks-là, pour moi, vraiment, là, ça venait de dire la dette n'est pas toujours intentionnelle. C'est pas juste que ça vient des raccourcis. Parfois, c'est naturel. Parfois, c'est juste la nature des choses. On a un développeur qui part ou on a juste un code que ça fait très longtemps que ça survit. C'est le tout pour le retour sur la conférence, mais je vais vous parler un peu de GoLogic. J'ai mentionné quelques de nos packages qu'on aime offrir chez nos clients. C'est ça nous, en ce moment, on est beaucoup sur la modernisation applicative avec l'IA. C'est quelque chose qu'on voit qui viennent vraiment aider les équipes à aller plus vite. Comme je parlais de la slide avec mes deux flèches, où est-ce que tu veux augmenter les bénéfices ou diminuer les coûts, d'utiliser l'AI pour la modernisation, c'est là qu'on vient diminuer les coûts tout en gardant les mêmes bénéfices. Ça va de soi aussi pour plus des migrations de systèmes, mais même chose aussi pour l'optimisation d'infrastructures avec l'IA. Encore une fois, je vous recommande fortement JetScale. Sinon, on offre d'autres façons aussi pour aider dans la gestion du changement, s'assurer que ça soit vraiment quelque chose de holistique dans vos équipes, que ce soit des comités de pratique. Parfois, on fait des office hours, parfois, on fait plus des nouveautés. Vraiment, on fait des hackathons aussi. Ça dépend vraiment de comment vous voulez travailler. Mais tout ce format de comité de pratique, on vient aider là-dedans pour toujours s'assurer d'être toujours à la fine pointe de la technologie, surtout avec l'AI, ça avance tellement vite. Sinon, on va aussi faire des laboratoires d'agents IA. Donc, ça, c'est vraiment où est-ce qu'on peut venir vous voir c'est où vos goulots d'étranglement, où est-ce qu'il y aurait peut-être des opportunités d'améliorer votre efficience, soit avec des agents AI ou des workflows AI augmented. Vraiment venir aider à trouver des solutions qui vont être à bas coût, mais vraiment avoir un grand retour puis faire un gros wow en utilisant l'IA.
Et sinon, c'est sûr, avec GitHub et GitHub Copilot, on donne énormément de formations là-dessus. C'est un outil qui vaut encore la peine de former les gens, surtout que ça change tout le temps. Maintenant, il y a des skills, il y a les MCP qui arrivent. Ça vaut la peine de former votre staff avec nos formations. On y va vraiment d'une méthodologie où est-ce qu'on train the trainer. On veut créer des champions chez vous pour qu'ils aient une curiosité puis une aisance à toujours rester aussi, faire une mise à niveau par eux-mêmes, une veille technologique. Nous, notre but, là, c'est qu'ils continuent à apprendre par eux-mêmes puis ils continuent à expérimenter. Comme ça, on les laisse vraiment là, avec les bons outils puis une bonne méthodologie flexible. Merci énormément d'être venu sur votre heure de lunch. J'espère que vous avez bien apprécié le retour sur la dette technique. Il y a plein de trucs que j'ai pas pu parler, donc n'hésitez vraiment pas à nous écrire si vous avez des questions. Ce que je dirais aussi, là, c'est écrivez les questions dans les commentaires. On va y répondre. Il nous reste un bon 13 minutes là, pour en jaser. Mais sinon, vraiment un gros merci. Puis en effet, n'hésitez vraiment pas à nous écrire, que ce soit pour les formations ou des questions plus techniques. On est là pour ça. Donc, de quelle façon arrives-tu à mesurer la dette cognitive? C'est une excellente question. Il y avait plusieurs processus qu'ils faisaient. Souvent, c'était avec des entrevues avec les développeurs en tant que tels. Donc, quand on fait de la recherche vraiment dans le monde du software engineering, la façon qu'ils font leur recherche, eux, c'est qu'ils se posent des research questions, puis qu'ensuite, ils vont aller trouver des façons pour aller calculer ça. Ça va un peu de soi, mais c'est vraiment ça le processus de comment ils écrivent les papiers. Donc, si vous lisez des papiers là, de software engineering, vous allez souvent voir RQ1, RQ2. Ça, c'est Research Question 1, Research Question 2. Donc, dans ce talk-là, comment il disait pour la dette technique, c'est qu'il faisait des entrevues. Donc, c'est d'aller voir plein de types de différentes personnes, d'aller dire, toi, qu'est-ce que tu vois dans ton code, comment est-ce que tu vois ça. Sinon, ils vont aller voir aussi des KPI, voir le nombre aussi de PR qui n'ont pas fonctionné. Ça peut être une façon d'aller voir si est-ce qu'il y avait peut-être des enjeux que tu n'avais pas été capable de prévenir ou de t'attendre à aller voir. Puis d'aller faire une classification aussi de la raison pourquoi ça n'a pas fonctionné. C'est sûr que si tu manquais juste un point-virgule, c'est pas nécessairement que tu avais de la dette cognitive, mais vraiment d'aller plus de façon, faire une classification des types d'erreurs. Mais c'était beaucoup d'entrevues, puis des entrevues là, à grand niveau, là, avec énormément de développeurs ou d'architectes, peu importe. Très bonne question. Merci, Yves. Exactement. Une dette, c'est une dette. Le remboursement de la dette, ça se planifie. J'adore ça. Exactement. Merci, David. Je suis super d'accord. Il faut pas en avoir peur, mais il faut pas non plus l'oublier. Hein? Vraiment, c'est comme quand tu achètes une maison. Tu t'en rappelles à chaque mois de ta dette, mais c'est correct d'en avoir aussi. Parfait. Ben, merci tout le monde. Donc, n'hésitez pas à écrire des autres questions, soit en commentaire ici, on va pouvoir y répondre, mais évidemment pas en live. Sinon, écrivez-nous des emails. Venez partager soit vos expériences, soit vos enjeux. On peut venir voir si on peut venir vous aider. Nous, on adore ce travail avec les entreprises québécoises. On veut être là pour vous aider. On en connaît des histoires, on en connaît des outils. On est là pour ça. Sur ce, je vous laisse et go Habs go!